Car lorsque Déricourt est arrêté, les Allemands sont très clairs. Les Allemands lui font savoir ils savent qui il est, ce qu'il fait. Déricourt craque rapidement. Il reconnaît être agent du SOE et révèle surtout son rôle au sein de l'organisation. Un rôle stratégique. C'est l'un des 2 aviateurs du réseau en France. Il est chargé de l'acheminement par avion des documents confidentiels entre Londres et l'Hexagone, des ordres de mission, des adresses de planque et même certains noms d'agents. Déricourt est au centre, au fond du réacteur, dans la mesure où c'est par son intermédiaire, par sa médiation, qu'arrivent ou que repartent des agents. C'est aussi lui qui trouve les terrains d'atterrissage afin de parachuter les armes et aussi les agents britanniques. C'était un poste délicat et très dangereux parce que c'était précisément le genre d'agent que recherchaient les Allemands. Pour Kiefer, cette prise est inespérée. Lui qui cherche depuis des semaines à comprendre comment fonctionne le réseau. Le chef SS et ses hommes jubilent. Là, ils ont la possibilité de démanteler toute une organisation, et c'est ce qui, bien évidemment, les motive et les excite. D'autant que les aveux de Déricourt ont été rapides, très rapides même. Comment un agent si stratégique a-t-il pu craquer aussi facilement? 70 ans plus tard, nous avons poussé l'enquête et certains éléments sont pour le moins troublants. Nous sommes retournés à Londres. Nous avons demandé à consulter les archives du SOE et notamment le dossier de l'agent Déricourt. Et il y a un document qui a particulièrement retenu notre attention, celui de son recrutement. On peut y lire que le SOE lui-même émettait des doutes sur la candidature de Déricourt. Malgré un premier rapport favorable émanant de Londres, nous ne sommes pas en mesure de garantir sa fiabilité. En cause notamment ses relations d'amitié avec des aviateurs allemands avant la guerre. De quoi semer le trouble. Mais à l'époque, le SOE manque cruellement de pilotes et on décide de l'embaucher. Il y a toujours une balance entre le doute et l'utilité. La place relativement importante de Déricourt dans le dispositif du SOE a pu inciter les chefs du SOE à courir le risque, tout simplement parce qu'il était trop utile. Un recrutement risqué donc, et le SOE avait raison de se méfier. Car nous avons mis la main sur un autre document particulièrement éclairant. Le dossier judiciaire d'Henri Déricourt, resté confidentiel pendant 70 ans. Lors d'interrogatoires menés après la guerre, Déricourt explique pourquoi il a trahi le SOE. J'ai réalisé que j'étais tombé dans un piège. Il m'a dit que j'étais un espion vis-à-vis des Allemands, qu'ils pouvaient me faire fusiller. Ça, c'est pour la version de Déricourt. Car selon les historiens, l'homme a surtout une personnalité controversée. C'était un homme qui, comme beaucoup d'autres agents, entourait sa vie de mythes, de demi-vérités et de mensonges. Ça devenait très difficile de démêler le vrai du faux. Une personnalité trouble, un opportuniste, prêt à travailler pour le plus offrant. D'une certaine façon, il avait une mentalité de criminel. Et en plus, il avait cette tendance à se préoccuper avant tout de lui-même et de ses propres intérêts. Il ne pensait qu'à lui. Il se faisait toujours passer en premier. Déricourt travaillait pour Déricourt. Et c'est exactement ce qui va se passer lorsqu'il est arrêté par les Allemands en 1943. Car l'agent va aller plus loin dans ses aveux. Déricourt va se révéler être une menace pour l'organisation secrète, mais un homme providentiel pour Kiefer. Devant un agent qui craque aussi facilement, le commandant SS se dit qu'il va pouvoir exploiter la faille. Au lieu d'exécuter l'aviateur, il décide d'en faire un agent double. Et Déricourt accepte le marché.
À partir de ce moment, ils transmettent à la Gestapo des documents internes et confidentiels. Là encore, on en trouve la preuve dans son dossier judiciaire. Il détaille ses rencontres avec le bras droit de Kiefer. Au début, je rencontrais Goetz plusieurs fois par semaine. Par la suite, je le rencontrais au moins une fois par semaine, sauf quand j'étais absent de Paris. Et il n'hésite pas à trahir l'un des plus gros réseaux du SOE en France, le réseau Prosper. Il en donne aussi l'ampleur. Il aurait des ramifications dans des dizaines de villes, sur plus de 12 départements. Ça inquiète au plus haut point Kiefer, qui veut absolument essayer d'arrêter cette machine de guerre que les Anglais ont mise en place en France. Durant des semaines, l'agent double transmet aux Allemands la quasi-totalité des rapports du réseau Prosper qui passent entre ses mains. De précieuses informations. Notamment les zones de terrain d'atterrissage utilisées par le SOE, capitales pour les nazis. Si les Allemands connaissaient l'emplacement de ces terrains et l'heure à laquelle l'avion devait arriver, alors ils pouvaient se débrouiller pour que des hommes de la Gestapo ou de la milice y soient postés, prêts à appréhender les agents ou simplement pour les observer et les suivre. Des dizaines de patrouilles allemandes sont envoyées dans chacune des zones évoquées par Déricourt. Notamment la Sologne, près de Blois. Une zone où les Allemands vont être particulièrement en alerte, car d'autres indices viennent confirmer que c'est un terrain privilégié pour le parachutage d'armes et d'agents. Voilà comment, quelques jours plus tard, les Canadiens sont arrêtés. À partir de ce moment-là, tout va très vite, car le nom de l'opérateur radio retrouvé dans le coffre de la voiture est la clé, Archambault. Il s'agit du numéro 2 du réseau Prosper, il est arrêté chez lui. En même temps qu'André Borel, l'agent de liaison du réseau. Dans l'appartement, on trouve aussi l'adresse de Francis Sutil, le chef de tout le réseau Prosper. Interrogés et torturés, avenue Foch, les 3 agents résistent. Ils refusent de livrer leur réseau. Alors Kiefer change de méthode. Pour obtenir ce qu'il veut, Kiefer utilise très habilement les informations que lui a données Déricourt. Des documents sur des agents du SOE, des rapports précis contenant des instructions. Donc il sait beaucoup de choses sur eux et il a ces documents. Alors, il leur montre. L'agent de liaison ne craque pas. Envoyé en Allemagne, André Borel sera exécuté dans un camp de concentration. Les 2 hommes, eux, commencent à vaciller. Les informations données par la Gestapo sont si précises que les agents sont persuadés d'être trahis par leur propre camp. Si vous êtes sous pression, qu'il y a beaucoup d'éléments qui laissent penser que des gens ont parlé et qu'il n'y a plus d'issue possible et que vous ne voulez pas mourir, alors vous ne pouvez plus affronter la torture. La nature humaine est ainsi faite. Face à Kiefer, ils finissent par reconnaître être les chefs du réseau Prosper. Mais ont-ils donné d'autres informations? Seraient-ils allés plus loin dans leurs aveux? Aujourd'hui, rien ne permet de l'affirmer. Quelques jours plus tard, Kiefer lance un coup de filet dans Paris, mais aussi dans une dizaine d'autres départements du réseau. 170 personnes sont arrêtées, mais aussi des centaines d'autres parmi les sous-réseaux de Prosper. Le fils de Francis Sutil, le chef du réseau, en parle encore douloureusement. C'est terrible pour une famille, ce genre de choses. Ma mère ne s'en est jamais remise. Donc, oui, la vie continue, mais ça a été difficile. Son père et son adjoint, comme des dizaines de leurs agents, sont envoyés vers les camps de la mort. La plupart ne reviendront jamais.
Le Reich vient de porter un coup terrible au SOE. Il va ainsi multiplier les coups de filet, éradiquant un à un les réseaux les plus actifs de cette armée secrète. Arrestations, torture, aveux. La riposte allemande commence à payer. Malgré l'offensive souterraine menée par les agents secrets depuis 3 ans, l'Europe reste toujours bel et bien aux mains des nazis et de leurs alliés. Une forteresse qui semble imprenable. Des centaines de milliers de soldats allemands et italiens tiennent les frontières et une grande partie des côtes, du nord au sud. Face à la puissance de feu de la Wehrmacht, les sabotages ne suffisent plus. Il faut gagner une guerre, on se dote tous les atouts et on a le droit à tous les coups. Tous les coups sont permis. Alors pour reprendre l'avantage, les Alliés vont devoir aller encore plus loin, en manipulant désormais les plus hautes autorités nazies, et jusqu'à Hitler lui-même. L'idée n'est pas seulement de faire croire quelque chose à l'ennemi, c'est de le pousser à agir de sorte que cela facilite les plans des Alliés. Il faut forcer les nazis à agir contre leurs propres intérêts. On va leur bourrer le mou, comme on dit vulgairement, on va les intoxiquer, on va les rouler dans la farine. Une mission dont l'enjeu est crucial, remettre un pied en Europe après 3 ans de guerre. Une mission qui va reposer sur les épaules d'un homme. Un as de l'intoxication. Les Alliés sont allés le chercher de l'autre côté de la Méditerranée, en Afrique du Nord. Là aussi, la guerre fait rage entre Allemands, Italiens, Britanniques et Américains. Nous sommes au Caire, la capitale de l'Égypte, en décembre 1942. Au siège de l'état-major britannique, un homme participe à toutes les réunions. Dudley Clark, 40 ans. Un lieutenant-colonel anglais, connu pour son profil atypique. Dès le début de sa carrière, Dudley Clark apparaît comme un électron libre, une personnalité à part. Il a une imagination extraordinaire. C'est un grand fan de divertissement, de théâtre, de cinéma. Une personnalité à part dans l'armée qui a des habitudes un peu étranges pour un officier. Il a installé son bureau au-dessus d'une maison de passe. L'un de ses plus proches collaborateurs est magicien. Quant à ses soirées, il lui arrive de les passer déguisé en femme, quitte à choquer un peu. Une audace qu'il met au service de l'armée britannique depuis près de 2 ans, à la tête d'une petite équipe, la Force A. Une poignée de militaires pas comme les autres. Eux ne vont pas au combat. Loin de la ligne de front, leur mission est de trafiquer l'information pour tromper l'ennemi. Ce sont des artistes, hein. Ce sont des gamblers, c'est des joueurs, hein. Donc ça peut marcher ou pas. Si ça marche, ça peut être très rentable. C'est une cellule inédite. Avant cela, il n'y avait jamais eu d'unité dédiée à l'intoxication. Des maîtres dans l'art de leurrer les Allemands. Clark et son équipe viennent d'ailleurs de faire preuve de leur efficacité en Afrique du Nord 2 mois plus tôt. Lors de la bataille d'El Alamein, au nord de l'Égypte. Une position stratégique qui bloque l'avancée allemande vers le canal de Suez. La porte d'entrée vers le Moyen-Orient, alors sous domination anglaise. Cette victoire, les Alliés la doivent en partie à Dudley Clark, grâce à un coup de maître en matière d'intoxication. Il réussit à tromper les Allemands sur la date réelle de l'offensive pour les prendre par surprise. Clark a développé sa propre méthode d'intoxication. Il donne des informations à l'ennemi par petites touches. Chacune d'entre elles a un rôle bien précis à jouer dans son plan. L'idée de Clark est de répandre dans tout le Caire que l'attaque aura lieu le 31 octobre,
soit une semaine après la date réellement prévue par les Alliés, le 23. Fausses rumeurs dans les cafés de la ville, où les espions allemands tendent souvent l'oreille. Ou encore, fausses réservations dans les hôtels pour les généraux britanniques censés diriger l'opération. Vous disséminez ici et là des pièces du puzzle, puis vous laissez l'ennemi les assembler. Et puisque c'est à lui de faire l'effort de recouper les informations, il va avoir tendance à les croire plus facilement. Un stratagème simple, mais redoutablement efficace. Le 23 octobre 1942, les Allemands sont pris au dépourvu. C'est une débâcle. Les nazis sont stoppés net dans leur élan et perdent l'Égypte. La victoire en Afrique fait écho jusqu'à Londres. Winston Churchill salue en personne cette avancée des Alliés. A remarkable and definite victory. A bright gleam has caught the helmets of our soldiers and warmed and cheered all our hearts. Une victoire qui rend Clark incontournable aux yeux de l'état-major britannique. Il y a un avant et après Clark. Clark est le maître de l'intoxication. Il règne sur l'intoxication britannique. C'est donc vers lui et sa force A que les Alliés décident de se tourner en janvier 1943. Car maintenant qu'ils ont repris la main en Afrique du Nord, Winston Churchill et le président des États-Unis, Roosevelt, peuvent se consacrer à leur prochain objectif, l'Europe. Pour percer la ligne ennemie, ils choisissent comme cible la Sicile, l'entrée la plus proche pour les troupes alliées positionnées en Afrique du Nord. En raison de la proximité de l'Afrique du Nord et de l'Italie, l'Italie doit être le prochain objectif. Dès lors, les Anglo-Américains décident de frapper la base qui est la plus proche, à savoir la Sicile. Or, pour réussir cette offensive, il faut absolument affaiblir les défenses allemandes, écarter leurs troupes le plus loin possible de l'île italienne. S'il y a trop d'ennemis sur place, prêts à défendre l'île au moment du débarquement, ce serait un massacre. Les soldats alliés se feraient tirer dessus comme des lapins. Et c'est là que Clark entre en jeu. Son idée, tromper les Allemands sur le lieu du débarquement. Faire croire aux nazis qu'une attaque visera la Sardaigne et la Grèce. Le but de la force A, c'est de persuader les Allemands que l'on vise tout sauf la Sicile, à l'ouest, à l'est, mais surtout pas au centre. Objectif, que l'Allemagne déploie un maximum de ses soldats en Grèce et en Sardaigne et délaisse ainsi la Sicile. Tout est fait pour faire croire à l'ennemi qu'on va effectivement aborder tel rivage alors qu'on va aller sur un autre, en sachant que l'ennemi n'est pas plus bête que nous et qu'il a lui aussi ses moyens de s'informer. Donc c'est encore une fois du billard à plusieurs bandes. L'enjeu est capital. Les plus hautes autorités donnent à Clark carte blanche pour tromper les Allemands. C'est l'une des opérations d'intoxication les plus machiavéliques, rusées et immorales de la Seconde Guerre mondiale. C'est une opération très ambitieuse. Ils ont pensé aux détails les plus complexes et ils ont opté pour une méthode extrême, radicale même. L'un des plus beaux coups montés de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, élaboré par les services secrets anglais les plus pointus. Et tout va se jouer entre Le Caire et Londres. Dans la capitale britannique, derrière les murs épais du ministère de la Marine, un homme va tenir, avec Clark,
un rôle clé. Ewen Montagu, un brillant avocat avant la guerre, devenu capitaine et officier des services secrets de la Royal Navy. Il est à la tête d'une cellule spécialisée dans les renseignements. C'est le genre de génie très apprécié qui inspire beaucoup de confiance, de loyauté. Il était très respecté pour son intelligence. L'homme a surtout un atout fondamental. Depuis le début de la guerre, il passe ses journées à lire, décrypter et analyser les messages secrets allemands interceptés par les Britanniques. Il connaît tout de son ennemi, sa façon de penser, d'agir, ses craintes. Et c'est idéal pour aider Clark à imaginer, dans les moindres détails, le piège à tendre aux généraux du Reich. Il a une bonne idée de comment fonctionnent les services de renseignement allemands, de ce qu'ils peuvent croire et ne pas croire, de ce qu'ils sont disposés à croire ou à transmettre, même s'ils ne le croient pas. Ça lui a permis de savoir quels étaient les outils nécessaires pour manœuvrer et pour déjouer les plans de son adversaire. Montagu a justement échafaudé un plan pour détourner les forces nazies de la Sicile, un plan qu'il expose ce soir-là aux membres de son équipe. Un plan hallucinant. Il prévoit de jeter à la mer le cadavre d'un faux officier britannique qui porterait sur lui une lettre confidentielle. Une lettre qui annoncerait une fausse attaque des Alliés en Grèce et en Sardaigne. Son espoir, que le corps et ses documents échouent sur les côtes espagnoles et remontent jusqu'à l'état-major allemand à Berlin. Son fils, Jérémy Montagu, se souvient parfaitement pourquoi son père avait parié sur l'Espagne. Il fallait que le corps arrive juste en face de la côte espagnole, près de Huelva, parce qu'ils savaient très bien qu'un espion allemand opérait là-bas et qu'il s'entendait très bien avec les Espagnols. Donc, le moindre document trouvé avec le corps finirait forcément dans les mains des services de renseignement allemands. N'importe qui aurait pensé que c'était complètement impossible. Mais Montagu, lui, est absolument convaincu que ça va marcher. Un plan fantaisiste donc, pour lequel le chef de l'intoxication, Dudley Clark, va donner son accord. La mission est lancée. Son nom de code, Mincemeat, chair à pâté en français. Un scénario très osé, d'autant que Montagu le sait, les services de contre-espionnage allemands sont redoutables. Toujours en alerte, il risque de tout vérifier et dans les moindres détails. Il faut que tout paraisse authentique autour de ces documents, parce que si la mise en scène est crédible, les documents seront automatiquement jugés crédibles. Alors, pour arriver à leur fin, Montagu et son équipe vont devoir monter de toutes pièces un scénario digne d'un roman d'espionnage. D'emblée, ce coup monté se révèle être d'une complexité inouïe. À commencer par la recherche d'un cadavre, celui qu'ils jetteront à la mer. Ce qu'ils pensaient n'être qu'une formalité va se révéler un véritable casse-tête. Au début, ils disent bon, c'est facile, n'importe quelle morgue nous en donnera un pour 10 livres. Le problème, c'est que pour faire un bon noyé, il faut qu'il soit mort dans certaines circonstances et pas dans d'autres. Donc il faut attendre de trouver le bon. Impossible de choisir un corps au hasard. Il doit impérativement répondre à des critères bien précis. Il faut un homme, assez jeune mais déjà en âge d'être officier, sans trace de balle ou d'éclat d'obus, puisque la mort doit être due à une noyade. Et, plus compliqué encore, le cadavre doit aussi être celui d'un individu sans famille et sans attache.
Il ne faut pas que le corps puisse être réclamé par un proche ou que quelqu'un cherche à savoir ce qui lui est arrivé ou veuille lui organiser des funérailles, par exemple. Alors, pour trouver le cadavre idéal, celui qui répondra à toutes ces exigences, Montagu sollicite l'aide d'un homme qui voit passer chaque semaine des dizaines de morts. Une mine d'informations précieuses. Le coroner, un officiel de Londres chargé des enquêtes sur les décès suspects de la ville. Le coroner a accès à tous les registres qui recensent chaque jour toutes les morts de son district. Donc il va le voir et il lui dit « Écoutez, j'ai besoin d'un cadavre. Pouvez-vous m'aider ?» Pendant des semaines, le coroner épluche ses registres jusqu'à trouver le corps qui pourrait correspondre. 75 ans plus tard, nous avons retrouvé le document, celui-là même où est consigné le nom de l'homme qui servira à la mission. Il s'agit de la dépouille numéro 35, un certain Michael Glindour, 34 ans, l'âge recherché. Il est SDF et donc a priori sans famille qui viendra le réclamer et dont la mort est due à une ingestion de poison que l'on pourra facilement faire passer pour une noyade. Pour Montagu, c'est le gros lot. Pas très ragoûtant, mais parfait pour mincemeat. Car il a ingéré assez de poison pour mourir, mais pas suffisamment pour que cela laisse des traces d'empoisonnement sur son corps. On aura beaucoup de mal à détecter la supercherie, sauf à avoir vraiment des experts très pointus, ce qu'on pense qui ne sera pas disponible en Espagne. Montagu et son équipe ont maintenant un cadavre crédible. Reste à peaufiner le scénario de l'opération. Une fois que vous avez eu l'idée, une fois que vous avez eu le corps, vous avez besoin de créer une identité pour faire de lui quelqu'un de réel. Et pour faire de ce cadavre quelqu'un de réel, il va falloir lui inventer une vie. Faire de ce SDF un jeune officier anglais porteur d'un message de la plus haute importance. Pas question pour Montagu que la moindre faille de sa légende fasse capoter la mission. Il faut absolument que l'identité du cadavre soit celle d'un soldat britannique qui existe bel et bien, au cas où le contre-espionnage allemand vérifierait les registres militaires anglais. Pendant des jours, les équipes de Montagu examinent des centaines de profils d'officiers. Et ils repèrent enfin ce militaire qui pourrait bien faire l'affaire. Son nom, William Martin. Un nom très répandu en Angleterre. Des William Martin, les rangs de l'armée en comptent des dizaines, ce qui ralentirait les Allemands en cas de vérification. Autre atout, l'âge du soldat colle quasiment avec celui du cadavre, 36 ans. Et enfin, son grade de capitaine au sein du corps d'élite des Royal Marines justifierait qu'il soit porteur de documents hautement stratégiques. Bref, la doublure est parfaite. Sûr de son choix, Montagu fait fabriquer une fausse carte d'identité militaire. Voici le document. Un faux qui a tout d'un vrai pour tromper au mieux l'ennemi. Mon père l'avait glissé dans sa poche. Il s'asseyait dessus, puis la frottait pendant des heures contre son pantalon pour l'user, pour la rendre plus réelle. Et pour que l'illusion soit parfaite, il faut que le jeune major mène la vie des jeunes officiers de son âge. Il lui faut donc une vie amoureuse, comme le prouverait une photo de sa bien-aimée dans ses effets personnels. Montagu se procure de vrais clichés de femmes qui travaillent pour les services secrets. Il choisit celui-ci, cette jeune femme qui sort fraîchement de l'eau. Son nom, Jean Leslie. Elle a 20 ans et travaille au MI5 depuis le début de la guerre. À l'évidence, elle vient de se baigner dans la rivière. Elle est en train de se sécher. Cette photo respire vraiment l'authenticité.
C'est exactement le genre de photo qu'un jeune homme aurait dans son portefeuille. C'est une photo très intime, très décontractée, que peut tout à fait prendre un petit ami. Pour compléter son scénario, Montagu fait écrire des lettres d'amour. Les deux faux tourtereaux étaient même sur le point de se fiancer, comme le montre la facture d'une bague d'un vrai joaillier londonien qui sera glissée dans le portefeuille du noyé, avec 2 billets d'une pièce de théâtre actuellement à l'affiche. Au bout de quelques semaines, le cadavre qui doit servir d'appât est prêt. Un Major Martin plus vrai que nature. Reste maintenant une étape cruciale. La rédaction des lettres qui visent à bluffer l'armée d'Hitler sur un débarquement allié. Pour semer le trouble, les équipes de Clark et Montagu ont prévu un stratagème rocambolesque. C'est ce que l'on découvre dans les premières ébauches de ces courriers que nous nous sommes procurés. Pour que les Allemands mordent à l'hameçon, elles sont adressées au plus haut gradé de l'état-major, comme ici un amiral. Ça fait plus sérieux. Et voici ce qu'on peut y lire. Un général basé à Londres demande d'envoyer plus de troupes sur la plage du Cap Araxos et à Kalamata, 2 emplacements stratégiques de la côte grecque. Et pour brouiller encore plus les pistes, Clark et Montagu ont prévu de glisser plusieurs autres faux courriers militaires dans les bagages du noyé. Comme celui-ci qui fait état d'un projet de débarquement en Sardaigne, sous forme d'un jeu de mots avec le terme « sardine » pour faire croire à un message codé. Enfin, pour écarter définitivement les Allemands du vrai lieu du débarquement, les 2 espions britanniques vont faire preuve d'un culot fou. Ils annoncent dans l'un des courriers que la cible cachée de toute cette opération est en réalité la Sicile, à l'endroit même où les Alliés doivent vraiment débarquer. En apparence, c'est une folie, mais en réalité, c'est un coup de génie. Le vrai trait de génie, c'est de dire également dans cette lettre, pour tromper les Allemands, nous allons leur faire croire que le débarquement va se produire en Sicile. Et les Allemands, évidemment, voyant ça, vont se dire, évidemment, s'ils veulent nous faire croire qu'ils débarquent en Sicile, c'est qu'ils ne vont pas débarquer en Sicile. Donc, c'est vraiment psychologiquement très astucieux. Ils lancent leur plan à l'envers. C'est génial. C'était un énorme risque, personne n'avait jamais tenté ça auparavant. Clark et Montagu le savent, ils jouent avec le feu. Si les Allemands découvrent la supercherie, ils devineront ainsi le vrai plan des Alliés. Le projet de débarquement en Sicile tournerait alors au désastre. « 30 avril 1943. Il est environ 4 heures du matin au large des côtes sud de l'Espagne. Dans la nuit, un sous-marin britannique remonte à la surface. L'équipage sort sur la plateforme avec une précieuse cargaison, le corps du Major Martin, vêtu d'un imperméable des Royal Marines, un gilet de sauvetage autour du cou. Ça devait être un moment très intense. Il devait avoir tellement de doutes, peur que quelque chose tourne mal. Il largue le cadavre à la mer, ainsi que des débris d'avion et un canot pneumatique pour faire croire à un crash d'avion. À des milliers de kilomètres de là, Montagu attend. Il a beau avoir calculé les vents et les courants, rien ne lui assure que le cadavre aille dans la bonne direction. Ça a dû être un moment épouvantable pour lui. Ça fait des mois qu'il planifie l'opération dans les moindres détails. Il y a mis toute son énergie et là, à cet instant, il ne peut plus rien contrôler. Quelques jours plus tard, bonne nouvelle. Le consulat britannique en Espagne informe qu'un cadavre a bien été retrouvé par un pêcheur, puis remis aux légistes de la police. Comme l'espéraient Clark et Montagu, l'information remonte jusqu'aux espions allemands basés en Espagne. Et comme prévu, les nazis vont tout vérifier. Les microfilms faits du cadavre et de tous ses effets personnels.
Le contre-espionnage va analyser chaque détail pensé par Montagu. La mise en scène est tellement crédible que l'idée d'une machination ne traverse même pas l'esprit des Allemands. Ils n'imaginent pas une seconde qu'il y aurait un tel luxe de détails pour les tromper, quoi. En Allemagne, on juge très rapidement que ces documents sont crédibles et qu'il n'y a pas de raison de douter de la véracité de leur contenu. Le contenu est explosif. Le chef d'état-major allemand envoie un télégramme pour faire remonter l'information à Berlin. Nous venons d'apprendre, grâce à une source considérée absolument fiable, qu'une attaque de grande ampleur est prévue dans un avenir proche, à la fois à l'est et à l'ouest de la Méditerranée. L'idée d'un débarquement allié en Grèce et en Sardaigne fait son chemin jusque dans les plus hautes sphères de l'état-major du Reich et, mieux encore, jusqu'au Führer lui-même. Il dit les Alliés vont attaquer là, ils vont attaquer là. Et comme par définition personne n'ose le contredire, s'il a tout faux, c'est tant pis. Et en l'occurrence, il va avoir tout faux. L'objectif de l'opération Mincemeat est atteint. Hitler ordonne le déploiement de troupes en Grèce et en Sardaigne. Mincemeat a réussi à convaincre Hitler de transférer une division entière de Panzer depuis la Bretagne à travers tout le continent jusqu'en Grèce, ce qui veut dire des milliers d'hommes. Sans compter une autre division envoyée depuis le sud de la France. En tout, plus de 600 chars et près de 36 000 hommes sont envoyés en Sardaigne et dans le sud de la Grèce. Mais Clark sait que ça ne suffira pas. Il faut désormais maintenir la pression et déboussoler totalement les Allemands. Alors, ces équipes de la Force A, aidées des agents du SOE, déclenchent une vaste série d'opérations coup de poing, notamment au nord de la Grèce. Dans la région des Balkans. En Bulgarie, ils font exploser des sites industriels. En Yougoslavie, des lignes de communication nazies sont sabotées. En Roumanie, ils provoquent des soulèvements de la population. Puis font exploser en Grèce plusieurs viaducs sur la seule ligne de chemin de fer du pays. Les Allemands vont être en situation de plus en plus difficile. Ils ne savent pas d'où vient le danger. Ils ne savent plus. On dirait vulgairement qu'on les a fait devenir chèvres. Cette accumulation de coups de bluff en 1943 a un impact important sur les Allemands. C'est exactement ce que recherchait Clark. Ils n'ont pas seulement eu peur d'une invasion en Grèce, ils ont agi en conséquence. Hitler continue de déployer ses hommes. En masse. Près de 240 000 à l'est et à l'ouest de la Méditerranée. Délaissant la Sicile, où il ne reste plus que 2 divisions allemandes pour défendre l'île. Et laissant ainsi le champ libre aux Alliés. Juillet 1943, 160 000 soldats alliés débarquent sur les plages de Sicile. Ce qu'avaient prévu Clark et Montagu se révèle être particulièrement efficace. Très peu de troupes allemandes sont présentes pour défendre les côtes de l'île, comme en témoignent ces images tournées à l'époque par l'armée américaine. Grâce à Mincemeat, ce qu'il y a de plus difficile en termes d'offensive, à savoir un débarquement en déversant des troupes depuis la plage face à un ennemi sur le rivage, a été une réussite totale et avec très peu de pertes. Mincemeat, c'est vraiment le saint graal de l'intoxication. Après 4 ans de guerre, les Alliés foulent le sol européen et remportent après 1 mois de combat leur première victoire en Italie. C'est le début de la grande campagne de libération de l'Europe qui durera 18 mois. Elle culminera sur les plages de Normandie le 6 juin 1944.
Et puis à Paris, le 25 août, jour de libération de la capitale aux mains des Allemands depuis plus de 4 ans. Churchill a réussi son pari. Lui qui, un soir de mai 1940, avait décidé de remettre un pied sur le continent d'une façon ou d'une autre. Et faire tomber enfin celui qui avait mis l'Europe sous le joug nazi. Un autre Premier ministre aurait tout simplement dit non, c'est trop risqué. Un jour ou l'autre, cela va se retourner contre nous. Mais Churchill, lui, a adoré l'idée. Une victoire qui n'aurait certainement jamais pu avoir lieu sans l'intervention des agents du SOE, des services secrets et des espions de la Force A. La guerre secrète, avec ses agents connus, moins connus, ses espions, ont été des acteurs capitaux de cette Seconde Guerre mondiale. Même s'il est exagéré de dire que ces agents secrets, ces saboteurs ont complètement changé le cours de la guerre, il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils ont joué un rôle essentiel, vital, dans ce conflit. Ils étaient entre 10 et 15 000 à mener cette guerre de l'ombre. Et pourtant, nous ne les voyons jamais sur ces images de liesse à la Libération. Il faut que ces hommes de l'ombre reviennent dans la lumière. C'est tout. Ils ne l'ont pas demandé, mais ils l'ont mérité. Car eux aussi se sont battus au nom de notre liberté.